La traque pour tenter de retrouver Philippe Benoît, 41 ans, cet homme qui souffre de schizophrénie, qui ne prend plus, selon toute vraisemblance, ses médicaments, se poursuit. Je vous rappelle qu'il est recherché pour le meurtre de son propre fils, son fils de 16 ans, survenu dimanche à Shawinigan. Et là, ce qu'on apprend dans le journal ce matin, c'est que dans les jours précédant le drame, il n'aurait pas dormi, pas mangé, avait un comportement encore plus bizarre, encore plus erratique qu'à l'habitude. Et là, pendant que les policiers continuent de faire des recherches sur le terrain, entre autres à proximité là, d'un camping là, qui est à peu près à 50 km de l'endroit où le meurtre est survenu, là on est dans le secteur de Lac-aux-Sables, on cherche un peu les environs, il y a le volet judiciaire qui suit son cours. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. Bon, est-ce que c'est normal qu'ils n'ont pas retrouvé le gars, mais il y a déjà comme, des accusations devant la justice? Oui, parce que la règle, c'est qu'il faut accuser dans un délai assez rapide, là. Des fois, on voit des accusations moindres parce qu'on veut parfaire la preuve. Là, il semble qu'il y a une preuve qui permette des accusations pour le pire crime du code criminel, qui est le meurtre premier degré. Roger Ferland, que vous avez reçu, vous l'a expliqué, c'est qu'ils vont, une fois qu'il y a un crime, ils vont expertiser la scène, ramasser de la preuve, rencontrer des témoins, essayer de refaire la trame des événements. Et dans ce cas-là, pour aller au premier degré, meurtre qu'on appelle prémédité, il semble qu'il y a une preuve qui va dans ce sens-là. Là. Je vous dis tout de suite, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. Puis on va élargir ça aussi avec toute la question de santé mentale. On aura deux experts à vous proposer, Maître Bernier pour le volet juridique et également Dr Maxime Dussault-Laurando, qui est médecin psychiatre à l'hôpital Charles-Lemoine à Longueuil, membre du conseil d'administration de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Bonjour, docteur. Bonjour. Avec vous, on va aborder vraiment plus le volet santé mentale parce que il y a la réforme de la loi P38 qui va entrer en vigueur l'année prochaine. Essentiellement, ce qu'on veut faire avec ça, c'est de faciliter le traitement pour les personnes qui souffrent de schizophrénie, dont les familles sont dépassées là, par ce qui se passe. Dans le concret, là, expliquez-nous qu'est-ce qui va changer. Plusieurs choses, en fait. C'est une réforme importante de la loi qui est demandée par plusieurs acteurs du milieu depuis de nombreuses années. En fait, là, la loi en vigueur actuellement, donc depuis environ 25-30 ans, n'avait pas du tout été révisée ou réformée depuis son entrée en vigueur. Donc, une des choses, en fait, qui ressort, c'est la reformulation du critère de danger qui est actuellement nécessaire pour que, par exemple, les agents de la paix puissent amener quelqu'un à l'hôpital contre son gré là, quand il présente un état mental perturbé. Actuellement, ça prend un danger grave et immédiat. Donc, vous comprendrez qu'un danger immédiat peut parfois donner une fenêtre assez courte là, pour intervenir et ce qui donne lieu à des situations où il est parfois trop tard, comme on l'a vu dans différentes situations là, au cours des dernières années où des enquêtes de coroner ont eu à porter sur des tragédies là, comme celle-ci. Alors, c'est bien sûr qu'un changement qui est important, Isabelle, ça va interpeller ce matin nos auditeurs. Au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Il y a déjà d'ailleurs des réactions. C'est assez vif, là, je pense à Jacques, entre autres. Pour lui, il dit un juge n'est pas dans l'obligation de respecter une recommandation commune de la défense et de la couronne. Donc, pour lui, le juge aurait aussi sa responsabilité. Maître Bernier, vous en pensez quoi? Le juge, c'est vrai que le juge n'est pas obligé de respecter les recommandations, sauf que il faut que ça soit déraisonnable. Donc, souvent, s'il ne respecte pas les recommandations, en appel, ça peut être cassé si ce n'est pas déraisonnable, la recommandation. Maître Bernier, restons au niveau du judiciaire, au niveau des accusations. Là. En quoi le volet santé mentale peut changer, de manière générale, une accusation? Est-ce que tout le volet, par exemple, préméditation, est-ce que tout le volet même de responsabilité criminelle, là, c'est quoi les critères qu'on prend en cause
pour justement que ça influence ou non le chef d'accusation? Effectivement, en ce moment, il n'y a pas eu d'évaluation psychiatrique, donc on ne sait pas. Mais meurtre premier degré, là, qui est le meurtre prémédité, puis qu'on dit aussi de propos délibérés, ça veut dire réfléchir, prévoir, s'organiser pour commettre un meurtre. C'est le pire crime. Et là, quand on voit des fois des premiers degrés tomber deuxième degré ou en homicide involontaire coupable, et là, si la santé mentale peut jouer là-dedans. Pour un meurtre premier, ça prend quand même une intention de causer la mort. Et des fois, quand la personne le fait dans la maladie mentale, bien, cette intention-là n'est plus là. Donc, on peut arriver avec un homicide involontaire coupable ou plus loin de déterminer que la personne était déconnectée de la réalité, ne faisait plus la différence entre le bien et le mal, donc elle ne commet pas de crime, elle est non criminellement responsable si sa maladie mentale est telle qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Là. On l'a vu à quelques reprises dans l'actualité. Ouais. Docteur Dussault-Laurendeau, éclairez-nous sur un aspect qui est important. Je pense qu'on a été plusieurs à réagir là-dessus. Bon. Quelqu'un qui souffre de schizophrénie, qui cesse de prendre sa médication. On a un drapeau rouge. Après ça, des comportements, par exemple, où on pense qu'on est épié par les francs-maçons, qu'on pense qu'on est épié par l'Organisation mondiale de la santé, qu'on pense qu'on a une puce, par exemple, dans le cerveau, là. Jusqu'à quel point, présentement, il y a un suivi, un encadrement qui est fait, de manière générale toujours, avec des personnes qui peuvent présenter ce genre de caractéristiques-là? Et est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à prendre sa médication? Donc, très bonne question. En fait, ce que vous décrivez comme symptômes, c'est des symptômes assez typiques, assez caractéristiques de la psychose, de la schizophrénie. Donc, d'avoir ce qu'on appelle des idées délirantes, être convaincu, effectivement, c'est un bel exemple, d'être convaincu que les francs-maçons nous persécutent ou d'avoir une puce dans la tête, ce genre de symptômes-là, ou encore même d'avoir des hallucinations. Souvent, les gens vont avoir des hallucinations auditives qui vont prendre la forme de voix. Qui leur parlent ou qui commentent leurs actions ou qui même vont leur donner des consignes, des ordres. Donc, effectivement, c'est des symptômes assez typiques de schizophrénie. Une des caractéristiques importantes de la maladie, c'est que dans la plupart des cas, en fait, la personne atteinte, surtout quand elle n'est pas traitée puis qu'elle est dans un épisode aigu de psychose, va pas être en mesure de se rendre compte qu'elle est malade ou qu'elle est en proie à la psychose. Ça devient comme toute sa réalité, puis la personne ne réalise pas qu'elle a des symptômes, ne réalise pas qu'elle a besoin de soins. Et donc, ce qui pose un défi assez majeur, en fait, pour offrir des soins à ces personnes-là. Vous comprendrez que c'est des maladies qui se traitent, là, donc il existe des médicaments, toute la catégorie des médicaments antipsychotiques, qui sont quand même assez efficaces pour contenir ce type de symptômes-là, donc les hallucinations, les délires. Et donc, effectivement, ça fait en sorte que, comme beaucoup de personnes ne se croient pas malades, vont refuser les soins, donc c'est un peu logique, là. Effectivement, si on se croit pas malade, de ne pas vouloir être soigné. Donc, oui, là, pour répondre à votre question, il existe quand même des façons d'offrir des soins à des personnes qui sont inaptes à consentir. Inapte, ça veut dire on ne se croit pas malade puis on refuse pour des raisons qui sont liées à la maladie. Donc, un exemple facile à imaginer, c'est donc effectivement quelqu'un qui est complètement convaincu d'être en pleine santé puis qui pense que les médicaments sont empoisonnés, etc. Donc, la Cour supérieure actuellement peut ordonner un traitement. Mais vous comprendrez que c'est des délais donc de plusieurs semaines, parfois des mois, pour avoir une audience. Et donc, c'est assez laborieux. Ça repose aussi sur le refus catégorique de la personne. Donc, si la personne ne refuse pas catégoriquement les médicaments, c'est pas possible d'obtenir une ordonnance. Mais donc, ça existe là, dans le Code civil. Mais c'est comme s'il faut attendre un drame. On pourrait pas être plus sévère avec ça? Bien,
il faut pas nécessairement attendre un drame dans le sens où C'est ça. il y a énormément quand même d'histoires de gens qui bénéficient de ces ordonnances de soins-là. Des belles histoires de rétablissement, en fait, là, parce que, comme je vous disais, hein, une fois traités, c'est des troubles qui peuvent très, très bien évoluer avec un fonctionnement relativement normal en société. La plupart des gens qui souffrent de schizophrénie ne représentent pas un danger de violence, là. La plupart des actes violents posés dans notre société ne le sont pas par des gens qui sont atteints de schizophrénie ou de troubles mentaux graves, là. C'est 3 à 5% des actes violents qui sont commis par des personnes atteintes. Donc, malheureusement, ils ont une couverture médiatique seulement quand il arrive des drames, mais il y a toutes les histoires où c'est plus leur propre vie qui sont brisées par ces maladies-là. Puis il y a aussi énormément de gens qui arrivent à se rétablir puis à avoir des vies tout à fait pleines et entières avec un traitement approprié. Simplement, ça pose un défi. Puis il faut effectivement qu'il y ait des leviers. C'est pourquoi on pense à l'Association des psychiatres que la réforme de la loi était nécessaire, dans le sens que quand ça prend des semaines et des semaines avant d'avoir une audience en cour supérieure, ça permet pas vraiment à l'équipe d'intervenir en temps opportun pour redonner Est-ce que la le traitement à réforme la est personne. suffisante? On l'espère, on le souhaite. Ça va définitivement dans la bonne direction. En fait, c'est un enjeu où quand même, comme je le disais, là, donc le danger, c'est pas tout. On en parle beaucoup sous cet angle-là dans les médias, mais c'est aussi énormément et surtout des gens qui sont aux prises avec des maladies qui nécessitent des soins, là. Et il y a un équilibre à faire entre le droit individuel, puis le droit à la santé, puis à la sécurité, là. Puis on pense que ça rétablit, cette réforme-là va dans le sens de rétablir un meilleur équilibre, effectivement. Ouais. Je veux, Maître Bernier, vous faire rebondir là-dessus, là, sur les délais, entre autres, du système judiciaire. Parce que ça n'a pas de sens, là. Quand il y a une intervention qui doit être faite rapidement, là, on parle même d'une question de vie ou de mort ou quoi que ce soit, puis qu'on soit face à des délais, là, ça ne marche pas, là. Non, les délais, mais c'est sûr que c'est une petite portion qui tourne mal. Moi, je pense que c'est quand même problématique. Parler aux familles de personnes qui ont assassiné un autre membre de la famille, qui criaient, qui disaient il y a quelque chose, il y a un danger, et il y a eu des délais trop longs, mais ça peut aller très vite aussi. Pensez au cas de Kim Lebel à Québec, où est-ce qu'on avait eu une ordonnance en à peine une journée là, pour faire arrêter quelqu'un, faire soigner quelqu'un. Donc, ça peut aller vite, dépendamment du degré là, de dangerosité de la personne. Mais des fois, c'est sournois, c'est difficile à détecter, mais quand même, pour avoir une ordonnance de soins, la faire interner, ça peut aller vite. Après ça, c'est sûr qu'il y a des soins. Et là, de forcer la personne, ben comme le docteur l'a dit bien, ça prend un juge pour forcer quelqu'un à prendre la médicamentation, là. Je vois. C'est une question qui interpelle beaucoup nos auditeurs, Isabelle, dans la messagerie, mais aussi en ligne. Il y a Pierre qui est là. Bonjour, Pierre. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Vous pensez quoi de la situation actuelle? Est-ce qu'encore une fois, on est face à un drame qui aurait pu être évité? Oui, moi je suis sûr et certain que oui, parce que je mettrais ça obligatoire. Tout ce qui est les maladies mentales qui font en sorte que tu viens déconnecter de la réalité, je mettrais ça obligatoire d'être la médication, peu importe le choix, parce que c'est pas, même si c'est pas un danger pour la société ou quoi que ce soit, ça peut être un danger pour soi-même. Puis même légalement, tu sais, c'est ce genre de... tu sais, on dit souvent au niveau des contrats légaux, tu sais, ces personnes-là dans ces états-là peuvent pas signer de prêt ou quoi que ce soit parce que légalement, ils disent qu'ils sont même pas habilités à signer ces documents-là. Faut qu'ils attendent, mais sont habilités à prendre des décisions, à pas prendre la médication. Tu sais, ça fait pas de sens à ce niveau-là. Très bien. Il faut que ça soit changé. Oui, merci beaucoup. Pierre, réaction de chacun. D'abord, Dr Dussault-Laurendeau, est-ce que ça peut être obligatoire de prendre sa médication? C'est-à-dire, je pense que il faut quand même faire attention à pas non plus prendre des solutions trop radicales qui viendraient vraiment brimer les droits de personnes. Donc, c'est des maladies qui peuvent aussi donner lieu à des, comme je le disais, des parcours de rétablissement où les gens vraiment sont capables de prendre en main leur santé puis leur évolution. Mais avec leurs médicaments. Puis ce que l'auditeur dit, il y en a d'autres qui le racontent, là. France qui dit, je travaille dans une résidence pour gens souffrant de schizophrénie et ils peuvent refuser les médicaments. Je ne peux rien faire pour eux. C'est particulier, cette notion-là.
Oui, Ben, puis ça vient, c'est dans le code civil c'est dans le code civil, toute personne a le droit de refuser un soin, et donc l'enjeu, c'est plus, une fois que la personne est inapte, effectivement, ça a pas de bon sens de refuser des soins pour une maladie qu'on a, puis pour lesquelles, de refuser des soins qu'on requiert, là. Donc, d'où un peu d'aller justement chercher des ordonnances de la Cour pour forcer la personne à prendre la médication. Ce que la nouvelle loi va changer, en fait, c'est qu'au lieu pour l'ordonnance, pour les médicaments comme tels, parce Ouais. que comme le mentionnait votre autre intervenant tout à l'heure, donc, pour aller faire hospitaliser quelqu'un, c'est une chose. On peut obtenir une ordre de la Cour rapidement, mais après ça, pour les médicaments, comme ça prenait des semaines, ça génère toutes sortes de situations. Là, dans le fond, tout va être ramené sous la juridiction du tribunal administratif du Québec. Donc, ça va être, au lieu d'être la Cour du Québec pour les gardes en établissement pour l'hospitalisation forcée, la Cour supérieure pour les médicaments, ça va être le tribunal administratif, une nouvelle section qui va gérer un peu tout ça. Donc, puis, on l'espère dans des délais raisonnables, et donc d'avoir une vision un petit peu globale de c'est quoi la trajectoire de la personne. Si cette personne-là est inapte, a besoin de soins, mais qu'il soit offert en temps opportun. Puis effectivement, si quelqu'un n'est pas apte, a besoin de soins, mais que les traitements lui soient et qu'il refuse les traitements, ben, qu'ils lui soient imposés dans son plus grand intérêt et dans le plus grand intérêt de la société, de son entourage. Voilà. Je vois. Maître Bernier. Moi, je pense qu'il faut... La loi P38 a évolué, il était temps, il fallait faire quelque chose. Mais rappelez-vous, c'est québécois tout ça. Et le problème, c'est que le fédéral tire de la patte avec le code criminel. Et parce que moi, je crois que dans certains cas, il faut que la médication soit obligatoire, et ça pourrait même être criminalisé dans certains cas, qu'il y a eu des comportements violents, qu'il y a une dangerosité qui est prouvable. Le juge devrait pouvoir ordonner la prise de médicaments et qu'il y a des conséquences. Même des fois, des personnes atteintes pourraient comprendre la sévérité de ne pas les prendre et faire... Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est « Ah, je me sens bien, je vais arrêter ». Mais si la loi les obligeait, peut-être qu'ils respecteraient ça, puis on sauverait peut-être des vies, là. OK. Il y a beaucoup de textos, messieurs, qui rentrent, là, Isabelle. Ben, il y a quelqu'un qui dit ma mère, moi, elle a la maladie d'Alzheimer. Elle a pas pris sa douche pendant 1 mois parce qu'elle veut pas. Fait qu'elle a juste à dire non au prépo, puis elle se lave pas. C'est un autre contexte, mais c'est juste pour démontrer, finalement, ce qu'on essaie d'expliquer depuis ce matin. Il y a quelqu'un qui est très, très, comment je dirais, amer du système de justice parce que pour lui, c'est comme si les avocats ne défendaient pas les victimes, qui n'ont pas un sentiment de justice pour la population. Par rapport à cette situation-là, c'est Alex de Montréal. Lui, c'est le sentiment qu'il a par rapport à la cause. Maître Bernier? Bien, effectivement, ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire comme les victimes, là. Mais, tu sais, il y a tout un monde, là. Moi, j'ai déjà défendu des gens qu'on voulait forcer à prendre des médicaments. Et là, on évalue le dossier. Dans certains cas, on arrêtait le dossier parce qu'on se rendait compte que on pouvait pas la défendre. Elle avait besoin de médicaments et j'ai vu par la suite la personne se faire soigner, bien aller, être mieux. Dans d'autres cas, par contre, comme le docteur le disait, c'est la balance entre les droits et libertés et forcer quelqu'un. Donc, dans d'autres cas, ça pouvait être justifié. En conclusion, docteur Dussault-Laurendeau? Ben écoutez, c'est des situations extrêmement tragiques qui surviennent. Chaque cas est vraiment un cas de trop, malheureusement. Je pense qu'il faut quand même retenir que les personnes qui vivent avec la schizophrénie sont, pour la très, très vaste majorité, pas des personnes dangereuses. C'est une maladie grave qui nécessite des soins puis qui est traitable. Donc, la violence qui peut parfois en découler et généralement pourrait être évitable aussi si la personne est traitée. Donc, ça, c'est un élément important. Mais il faut dire que effectivement, c'est des gens qui peuvent donc avoir un rôle tout à fait important et normal en société s'ils reçoivent des soins appropriés. Donc, pas toujours regarder ça sous l'angle de la violence. Docteur Maxime Dussault-Laurendeau, médecin psychiatre, maître François-David Bernier, avocat. Merci à tous les deux pour vos explications. C'est un plaisir. Bonne journée.